Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau Texama Show. C'est le jeu ne sais plus combien, pas d'importance comme d'habitude. Et du coup, je voulais commencer cette vidéo par quelque chose. C'est que je voulais faire une autre vidéo cette semaine-ci. Mais j'ai sorti ma carte SD de mon ordinateur, qui était dans le slot SD. Et juste en la manipulant, juste en la prenant comme ça, il y a le coin qui s'est détaché. Sauf que le coin qui s'est détaché, c'est le coin où il y avait, vous savez, le petit truc de sécurité que vous pouvez baisser, relever pour verrouiller la carte SD. Vous savez, le truc que personne n'utilise. Vous savez où je vais en venir avec ce truc. Il s'est retiré. Du coup, le truc, c'est que quand il n'existe pas, ce petit truc que vous pouvez bouger de haut en bas, par défaut, la carte est verrouillée. Du coup, j'aimerais juste savoir qui est le con qui a designé ça. Parce que, déjà, une carte SD, là c'est une 64 Go, c'est quand même plus d'une trentaine d'euros. Vous en avez à plus de 100 euros qui sont énormes, quoi, 128 Go. Et je me dis juste, qui est assez fou pour acheter un truc comme ça où tu as une puce mémoire qui coûte la peau des fesses, mais qui est mis dans un truc en plastoc qui tient pas à 2 balles. Genre, le plastique de l'emballage de la carte SD est plus résistant que le plastique de la carte SD. Je déconne même pas. Et j'ai juste envie de savoir pourquoi elles sont si mal conçues. Et puis, pourquoi ils ont conçu qu'il y a un slot il y a un truc pour verrouiller la carte. Ok, alors ça peut être utile pour certaines personnes. Je pense que la plupart des gens s'en foutent complètement. Ça peut être utile. Mais alors, fais en sorte que alors il faut savoir, ça ne verrouille pas dans la carte en elle-même. C'est plutôt quand vous branchez, par exemple, dans un appareil photo, il y a un truc qui vient frotter contre ça et qui détecte s'il y a le petit jumper, on va dire. Donc s'il le détecte, qu'il est là, ils se disent « Ah, ça va, la carte est déverrouillée ». Mais s'il ne le trouve pas, il se dit que la carte est verrouillée. Donc s'il est en retrait, en quelque sorte. Donc c'est même pas la carte SD qui est verrouillée, c'est juste l'appareil qui considère qu'elle est verrouillée. Donc ça sert à rien, en gros, parce que vous pourriez avoir un lecteur SD qui ne vérifie pas que la carte est verrouillée et qui la lit quand même. Donc c'est ça qui est stupide. Et par défaut, si vous le cassez, vous êtes fichu, vous devez fixer votre carte mémoire en mettant, je sais pas, en collant quelque chose sur le côté. Et je vais vous le dire directement, je me sens pas confortable de coller un truc à l'arrache sur le côté de la carte SD et de le mettre dans mon appareil photo au risque que ça se coince dans l'appareil photo. Moi, je prends pas ce risque, hein. Je prends clairement pas ce risque. Surtout qu'une carte SD, quand vous enregistrez une vidéo comme je le fais actuellement, ça fait chauffer la carte SD parce qu'elle enregistre énormément de données d'un coup. Et ça pourrait faire fondre de la colle. Donc, personnellement, je prends pas ce risque. Donc voilà, je voulais juste me plaindre parce que je trouve ça stupide. Et j'aimerais juste savoir c'est qui a conçu ça. Et j'aimerais aussi savoir si vous pensez que je pourrais la renvoyer, en fait. Elle a moins d'un an. Et pour moi, c'est un défaut de fabrication. Je suis quelqu'un qui prend vraiment soin de mes appareils. J'ai mon téléphone depuis 2 ans. Il n'a pas la moindre griffure sur l'écran. Cette carte SD, je fais que la sortir de l'ordinateur, la mettre dans l'appareil photo. D'où j'ai réussi à la casser. Je ne comprends même pas. Je l'ai juste pris. Je l'avais en main. Juste sur le bord. Et j'ai juste senti un truc. Et j'ai fait quoi? Et puis j'ai regardé. Il y avait le coin de cassé. J'ai pas compris. Donc j'en ai racheté une autre. C'est celle que j'utilise pour enregistrer là. Donc si vous pensez que je peux la renvoyer, je sais pas. À mon avis, je dirais ça vaut la peine d'essayer, quoi qu'il arrive. Mais est-ce qu'ils sont tenus de... Parce qu'ils pourraient dire « Ah, c'est juste toi qui l'as cassé, quoi. » Ils pourraient juste me dire ça, en fait. Mais je me demande s'ils sont tenus quand même, vu que c'est encore... Elle a moins d'un an, quoi, peut-être, je sais pas. Est-ce qu'il vaut mieux contacter le site de vente où je l'ai acheté ou plutôt le site constructeur? Je pense que je vais essayer les deux, quoi qu'il arrive. Bref, fuck la personne qui a conçu ce truc de merde. Alors, on a beaucoup de news AMD. On va aller très vite parce que j'ai pas trop le temps. Parce que je pars demain, donc je tourne cette vidéo à l'avance. Mais ça va, la semaine niveau news est terminée, donc on a eu toutes les news qu'on voulait. Donc première news assez importante, c'est qu'AMD a fait une présentation à ses investisseurs. Donc ils en ont évidemment profité pour parler de trucs qui arrivaient pour que les investisseurs soient en mode « Ouais, on va se faire du fric !» Parce que si vous ne savez pas, l'action AMD a baissé. Ce qui est un peu étonnant parce que, franchement, les actions, des fois, c'est un petit peu bizarre. Alors, il faut savoir que l'action AMD avait atteint un bas, mais pas possible, il y a quelques années. Mais ils sont remontés énormément ces derniers temps, surtout avec Ryzen et tout ça. Et juste après la sortie de Ryzen, c'est rediminué un petit peu, ce qui est normal parce qu'il y a des gens qui ont vendu leur action juste avant l'annonce de Ryzen parce qu'ils se sont dit « Oh, prends pas de risque, on revend tout. » Surtout que
au plus bas, elle était à 3 $, et au plus haut, elle était à 15 $, si je me souviens bien. Donc, c'était genre 5 fois plus d'argent que vous faites. Donc, si vous prenez 10 000 $ d'actions, vous aviez 50 000 $ dans la poche. 40 000 de bénéfices, sans rien faire. Nickel. Il y a des fois, je me demande si je devrais pas me lancer dans les actions aussi, quand je vois des trucs comme ça. Enfin, bref. Du coup, après... quand ils ont annoncé leur revenu pour le premier quadrimestre, donc les 4 premiers mois, pas le premier quadrimestre, plutôt le premier quart de l'année, donc les 3 premiers mois plutôt, les résultats n'étaient pas... Ils étaient encourageants, mais ils n'étaient pas non plus exceptionnels. Ce qui est normal, parce que Ryzen venait juste de sortir, à peine, hein, vraiment. C'est sorti en avril pour les Ryzen 5, et le mois avant pour les Ryzen 7. Et ils n'ont pas vraiment sorti de nouvelles cartes graphiques à ce moment-là. Donc c'est normal. Donc il y a des gens qui... Enfin, du coup, les investisseurs étaient en mode « Oh, c'est pas bien ». Du coup, l'action a diminué. Ce qui est stupide parce que tu te dis juste « Mais, je veux dire, vous croyez que les résultats arrivent d'un coup, là ?» Mais bon, du coup, là, ils ont présenté évidemment des trucs pour lancer un petit peu plus, pour hyper les investisseurs. Et je peux vous dire qu'ils ont du lourd. C'est à peu près tout ce qu'on a vu ces derniers temps, mais officialisé. Donc, premièrement, les Ryzen 16 Cœur 32 threads sur une plateforme haut de gamme qui va entrer en concurrence avec le X299. C'est officialisé. Ça s'appellera Threadripper. Oui. Threadripper. C'est genre, ça prend des threads et ça les déchire. C'est génial. Donc, il devra arriver à l'été 2017. Ça veut dire juillet, août, septembre, qui sait. Je pencherais plus pour août-septembre, personnellement. Parce que si c'était plus proche, il y aurait plus d'informations. Après, il y avait quand même des schémas de carte mère. Donc, je sais pas trop. On verra bien. Mais ça devra arriver pendant l'été. De quoi faire chauffer les maisons encore plus. Vu que 16 cœurs 32 threads, ça envoie du lourd quand même. Et du coup, le 16 cœurs 32 threads, c'est le modèle le plus haut de gamme. Il y aura aussi un 12 cœurs. Il y avait aussi des gens qui disaient qu'il allait avoir un 14 cœurs. Ce qui est logique en fait selon la façon dont il fait leur processeur, mais moi je vois quand même, enfin ce sera un peu étrange quand même. On verra bien. C'est pas, je veux dire, ça fait pas de mal d'avoir des options, et du coup c'est confirmé quoi. Maintenant on est vraiment sûr que ça arrive, c'est pas juste une rumeur qui sortait de je ne sais où ou autre chose. Il y a aussi une autre news, enfin une autre chose annoncée, c'était donc les AMD. Donc c'est les Napple, vous savez Napple c'est les processeurs serveurs là par contre qui font jusqu'à 32 cœurs 64 threads, des monstres de puissance. D'ailleurs regardez la taille de ce processeur, juste regardez la taille de ce processeur. Normalement c'est... Attendez, j'ai un vieux processeur AMD, où est-ce que je l'ai mis, où est-ce que je l'ai mis? Je l'ai mis quelque part. Attendez, je le cherche, je l'ai retrouvé. Alors ça c'est un Athlon X64 3500 plus, si je me souviens bien, qui date de 2005. Regardez. Donc, vous voyez la taille qu'il fait par rapport à ma main. Donc, ça, c'est la taille des Ryzen 7. D'ailleurs, ils font exactement la même taille parce que c'est à peu près la même taille de socket, la M4. Et j'ai déjà eu un processeur Ryzen, je peux vous dire, qui fait à peu près cette taille-là. Et du coup, regardez la taille de ce truc, quoi. C'est juste, on dirait un biscuit. C'est un biscuit. C'est un biscuit qui coûte très cher, à mon avis. À mon avis, c'est... Le 32 cœurs 64 threads, je le verrais pas en dessous de... À mon avis, je le verrais vers 2000 $. Franchement, il les vaut en plus. C'est ça le pire. Bref, la news, c'était qu'ils vont les appeler Epic. Donc pas Napple, qui ressemblait à Nipple. Mais ça, c'est autre chose. Mais ils vont les appeler Epic. Alors, là, tu te dis, le mec qui s'occupe des noms, il était là, ouais, c'est nos plus grands processeurs, ils sont trop épiques. On va les appeler Epic, ouais. Et on va mettre un Y parce que ça rappelle Ryzen, hein, parce que Ryzen, il y a un Y, voilà, donc c'est logique, hein, on met un Y pour écrire Epic. Juste, j'ai envie de dire, vous êtes sérieux, le mec? Enfin, bref. Sinon, c'est à peu près la même chose qu'on avait vu, hein, donc jusqu'à 128 lignes PCI Express avec deux CPU ensemble. On peut en mettre deux ensemble pour 64 cœurs, 128 threads, et de la mémoire en 8 channels, ce qui est complètement badass. C'est pour ça qu'ils l'ont appelé Epic, j'en suis sûr. Bref. Autre news qu'ils ont présenté, justement encore une fois pendant ce truc de présentation pour les investisseurs, c'est qu'ils ont dit que Ryzen Mobile arrivait, donc ça c'est plutôt cool. Alors, il y a quelques... Alors, je vais parler des choses bien en premier.
C'est premièrement, c'est qu'il y a aussi les APU qui arrivent. Ça, ils n'ont pas trop présenté pendant le truc, mais ça arrive. Donc les APU AMD seraient basés sur Ryzen, du coup, les nouveaux, et avec Vega pour la partie graphique, donc la nouvelle architecture graphique qui va bientôt arriver. On a une news juste après. Donc ça, c'est plutôt cool. Ça nous donnerait des processeurs assez puissants et avec une partie GPU assez puissante aussi. Et sur mobile, ça vaudrait la peine. Pourquoi? Parce que quand vous voulez jouer sur mobile, il vous faut au moins... Enfin, à moins que vous soyez pas trop exigeant, vraiment pas exigeant en fait, je dirais même, et que vous jouez pas vraiment à des gros jeux et pas avec des détails graphiques très élevés, bien, il vous faudrait, si vous voulez jouer quand même à un minimum, il vous faudrait au moins une GTX 950M. Bien souvent, le truc, c'est que la 950M et la 940M, donc vous dites, elles sont très proches, il y a juste un petit changement de numéro. Elles sont totalement différentes. Genre la 950M est plus de 2 fois plus puissante que la 940M. Pourquoi? Parce qu'NVIDIA contrôle le marché pleinement. Il n'y a aucune concurrence sur le mobile en ce moment. Et ils sont là en mode, bon, eh bien, si tu veux devenir joueur, tu devras prendre une carte graphique pour joueur. Donc tu devras débourser le prix d'un portable gamer qui coûte bien souvent pour une 950M au moins 600-700 euros. Ça, par contre, avec Ryzen, les APU Ryzen auraient une très bonne partie graphique qui serait plus puissante qu'une 940M sans problème. Peut-être même aussi puissante qu'une 950M d'ailleurs. Donc, vous permettrait de jouer en 720p, avec des bons détails quand même, pas trop non plus, hein. Donc quelque chose de suffisant, surtout pour un ordinateur portable, et tout ça pour un prix mais qui serait dérisoire à côté. Par contre, dans les trucs moins bien, c'est que AMD Ryzen, même si c'est un bon processeur, n'est pas le meilleur niveau consommation. Il consomme plus que les Intel, et sur mobile, vous devez le savoir, quand quelque chose consomme beaucoup, c'est pas bien. Enfin, consomme beaucoup. Juste consomme plus, c'est pas bien parce que ça crée de la chaleur. Sur mobile, sur un ordinateur portable, c'est un problème. Et aussi, ça va sucer la batterie beaucoup plus vite. Alors, je sais pas trop, mais il faut quand même savoir une chose, c'est que Ryzen semble avoir une consommation exponentielle selon la fréquence que vous lui mettez et selon le voltage que vous lui mettez. Du coup, si on le met à une fréquence mobile, genre un processeur mobile c'est 2,2, 2,5 GHz, avec un voltage beaucoup plus bas, je me demande si AMD Ryzen ne deviendrait pas beaucoup plus efficace à ce genre de truc. Il faudrait tester. J'ai plus un processeur Ryzen sous la main, ou sinon j'aurais testé, mais je serais curieux de voir s'il y a vraiment une amélioration énorme au niveau de la consommation, parce que ça pourrait vraiment aider au niveau des ordinateurs portables, ça. On verra bien, dans tous les cas, ça arrive, et c'est bien, parce qu'on a enfin de la concurrence en ordinateur portable, parce que, vous voulez acheter un ordinateur portable, il aura un processeur Intel, il aura une carte graphique Nvidia, c'est à peu près sûr. Voilà, c'est comme ça. Donc, il est temps d'avoir de la concurrence, parce que fuck this shit. Alors, tiens, en parlant d'Intel... alors, du coup, je n'aurais jamais cru que ça arriverait, mais c'est à peu près confirmé. Bon, en tout cas, ça reste des rumeurs quand même. Mais apparemment, Intel va sortir des Core i9. Ouais. Donc, vous savez, les gens qui blaguaient, qui étaient là, j'ai hâte d'être en 2030, d'avoir mon Core i9 7700K avec 12 Tera de RAM ou je ne sais quoi. Vous savez, les gens qui blaguaient comme ça, en fait, ils sont pas si loin de la vérité. Donc, moi-même, j'y croyais vraiment pas qu'ils feraient des Core i9, mais ils vont faire des Core i9. À mon avis, c'est pour... Comme AMD va faire des... Donc, AMD fait les Ryzen R3, qui ressemblent au i3. Ils font les Ryzen R5, qui ressemblent au i5. Ils font les Ryzen R7, qui ressemblent au i7. Et bientôt, avec leurs 16 cœurs et tout ça, ils vont faire des Ryzen R9. Et là, du coup, Intel se dit, hey, les gens vont juste regarder bêtement. Ils vont se dire, il y a des i7 et des R7, c'est bien. Mais là, il y a un R9, c'est encore mieux. Et je suppose que c'est un effet psychologique. C'est clairement un effet psychologique. Hein. La plupart des gens savent qu'un i7 est mieux qu'un i5. Par instinct. Donc, si vous lui dites, il y a i9, ils vont se dire, mais c'est encore mieux. Mais c'est exactement, c'est psychologique, c'est fait exprès. Ça m'étonne même pas au final. Ça m'étonne, mais ça m'étonne pas. Ça m'étonne juste qu'il l'ait pas fait plus tôt, en fait. C'est surtout ça. Donc, on aurait plein de nouveaux processeurs, des 12 cœurs, jusqu'à 12 cœurs, le plus haut de gamme. Avoir aussi le prix, ça va être très important pour eux, et pour vous, et pour tout le monde, parce que le Threadpillar, qui est le nouveau processeur AMD en 16 cœurs,
c'est sûr et certain, comme les R7, les plus gros R7 sont à 500 €, je suppose que le plus gros des Threadpilers pourrait être à... S'ils veulent vraiment faire un impact psychologique sur Intel, ils le mettraient certainement à 1000-1200 €, donc à 16 cœurs. Et du coup, si Intel fait comme avant, je vous rappelle que l'ancien haut de gamme Intel, qui est le 6950X, est à 1700 €. Donc s'ils mettent celui-là à 1700 €, ils se tirent une balle dans le pied, littéralement. Donc on verra bien. Bon, évidemment, c'est pas un processeur pour le commun des mortels, hein, ça c'est sûr et certain. Même moi, hein. Moi, je peux pas justifier d'acheter un truc pareil, hein, certainement pas. Et je pense que pas beaucoup de gens peuvent justifier d'acheter un truc pareil. Et du coup, il y aura aussi les 10 cœurs, 8 cœurs, 6 cœurs. Donc ça, c'est pas une nouveauté, je pense. On a l'habitude de ça. Et on verra aussi les prix, du coup, qui changeront peut-être. On verra bien. Et aussi, alors ça, c'est le truc le plus bizarre. Alors, il y a des gens qui croient que c'est sur la plateforme haut de gamme qui ferait des Core i7, donc pas Core i9, qui aurait l'architecture Kaby Lake, donc comme le 7700K, mais en haut de gamme techniquement. Alors moi, je suis plus d'avis, surtout selon les spécifications qu'on voit actuellement là. Vous voyez, genre 4 cœurs 8 threads, c'est un Core i7 normal. 16 lignes PCI Express, c'est comme un Core i7 normal. Donc selon moi, plutôt c'est des refresh. C'est plutôt pour se dire, quand les gens regardent les benchmarks, qui regardent, est-ce que je prends un Ryzen 7 1700 ou est-ce que je prends un Core i7 7700K? C'est juste pour augmenter la différence entre les deux processeurs dans les benchmarks. C'est une technique très, très, très fréquente, hein, il faut le dire directement. Donc je suppose que c'est pour ça, tout simplement. C'est juste pour se différencier plus. Après, ne soyez pas dupés, c'est juste un 7700K overclocké de 300 MHz. Hein, ce que vous pourriez faire sans problème chez vous. Donc ils vont, à part s'ils font des changements, il faut savoir quand même que Intel s'amuse à faire un peu des... Alors, en gros... Ils utilisent de la pâte thermique un peu cheap, pas très chère dans leur processeur. Donc, alors, je reprends le processeur. Non, je ne prends pas le processeur. En fait, vous savez, le processeur, il a en fait un capot en métal par-dessus lui pour le protéger, évidemment. Et ce capot en métal, évidemment, doit faire contact avec le processeur. Donc, il y a de la pâte thermique à cet endroit. Et puis, à vous, ensuite, vous rajoutez de la pâte thermique par-dessus le capot pour mettre en contact avec le radiateur, par exemple. Donc... le truc, c'est qu'Intel, apparemment, ces dernières générations, ils utilisent un peu de la merde, littéralement, on va le dire. Du coup, il y a des gens qui carrément prennent leur Core i7, retirent le capot, c'est assez facile à faire, en fait. Ça casse votre garantie, hein, donc ne le faites pas. Et puis, ils remplacent la pâte thermique par du liquide métal. Alors, c'est une pâte thermique, enfin, c'est pas une pâte thermique, c'est plutôt... C'est un conducteur thermique, voilà, liquide, qui est vraiment littéralement du métal liquide, en fait, si je me souviens bien. Enfin, c'est pas exactement du métal liquide, mais c'est un peu la même chose, quoi. Et donc, là, ça conduit extrêmement bien la chaleur, évidemment. Et il y a des gens, ils font ça, ils gagnent jusqu'à 10 degrés sur leur Core i7. Alors, tout le monde n'a pas les mêmes résultats, mais il y en a, ils gagnent jusqu'à 10 degrés, j'en ai vu. Il y en a d'autres qui gagnaient moins, ça c'est sûr. Il y a aussi d'autres techniques, c'est de poncer aussi le dessus du processeur pour que le capot soit moins épais, du coup ils transmettent mieux l'énergie, enfin la chaleur. Il y avait plein d'autres techniques, mais en tout cas une chose est sûre, c'est que une des manières qui pourra améliorer ce refresh, ce Core i7 7740K, c'est de justement mettre une bonne pâte thermique et de dire « Hey, c'est un monstre en overclocking, il peut faire 5,3 GHz ». Alors que le 7700K tout court fait que 5 GHz maximum, donc s'ils font pas ça de toute manière, ça veut dire que ce processeur-là ne pourra pas dépasser les 5 GHz, donc ça veut dire qu'il pourra que s'overclocker de 700 MHz. Contrairement au 7700K qui s'overclock de 1 GHz, même s'ils atteignent la même fréquence. Du coup, ça casserait aussi un argument que les gens ont avec Ryzen, c'est que oh, mais Ryzen s'overclock pas bien. Le Ryzen 7 1700, vous pouvez l'overclocker de 3 GHz à 3,8 sans problème. Donc c'est une augmentation de 800 MHz. Donc c'est techniquement plus que ce que pourrait faire celui-là s'il n'est pas amélioré. Donc cet argument, techniquement, pourrait disparaître pour le Ryzen 7 1700 en tout cas. Mais une chose est sûre, c'est que selon moi, quand je vois comme ça, selon les spécifications et tout ça, c'est un refresh. Donc on verra bien. Et Intel est vraiment dans une position où ils n'ont pas à faire d'erreur, ou sinon ils sont réellement dans la merde. Donc on verra bien. Ensuite, Vega
qui arrive, Vega Frontier Edition. Alors, c'était encore une fois dans leur truc de présentation aux investisseurs. Il faut savoir que ce n'est pas une carte graphique pour les joueurs, c'est une carte graphique professionnelle, mais elle laisse penser évidemment, il y a de fortes chances que ce soit très similaire à la véritable Radeon Vega qui sortira pour les joueurs, donc d'ici juin. Donc, on a quelques spécifications. 13 teraflops de puissance. Apparemment, elle peut booster jusqu'à 1586 MHz, ce qui est un peu ce qu'on avait vu dans les ligues d'ailleurs pour Vega. Et comme vous pouvez voir, le design est... Alors, le truc en jaune, je suis pas sûr, mais le design est plutôt sympathique. La lampe est un petit peu bizarre aussi, mais elle me dérange pas plus que ça. Mais bon, on dirait que c'est une finition en métal, et si c'est réellement le cas, c'est plutôt classe en fait. Par contre, on voit d'autres trucs. Deux whip-in pour l'alimentation. Donc ça fait 150 watts par whip-in, plus 75 watts. Donc c'est jusqu'à 375 watts d'énergie. Alors ça veut pas dire que ça va prendre les 375 watts. Mais ça veut dire que s'ils ont mis, en tout cas ces deux whip-in, c'est qu'elle en a quand même besoin, quoi. Donc ça, c'est pas forcément la meilleure nouvelle. Après, c'est une carte graphique qui est évidemment très puissante. Il me semble qu'en termes de teraflop toute seule, elle est... Enfin, les teraflops, ça veut pas dire tout, hein. Mais en tout cas, c'est plus qu'une Titan XP, donc à voir. Ils ont aussi mis des benchmarks par rapport à la Fury X, qui est techniquement l'ancien haut de gamme d'AMD. Parce que la RX 480, c'était pas un haut de gamme, c'était un milieu de gamme. Donc la dernière carte graphique haut de gamme qu'AMD avait fait, c'était la Fury X. Et du coup, ils ont comparé par rapport à elle. Donc par exemple, ils ont fait... Oh, regardez, elle a 4 fois plus de mémoire. Wow. Waouh. Quelle comparaison de malade. Il y avait aussi d'autres petites news ici. Enfin, d'autres chiffres. Notamment là sur des logiciels professionnels. Donc là où elle est censée être utilisée. Et ils comparaient par rapport à la Titan XP. Alors, j'avais vu comme quoi... Je sais plus... Non, en fait, ça devrait aller. Dans tous les cas, oui, non, c'est bon, je me souviens. Donc la Titan XP, il faut le savoir, ce n'est pas une Quadro, ce n'est pas une carte professionnelle. Nvidia vous le dit, mais non, c'est une GeForce, c'est une GeForce. Sauf que après Nvidia considère que c'est pas non plus une carte graphique pour les joueurs. Donc c'est vraiment, elle est les fesses entre deux chaises. Mais une chose qui est sûre, c'est que il n'y avait qu'une seule Titan, la toute première Titan, qui était véritablement une Quadro. Mais pas pour beaucoup moins cher. Depuis, ils ont nerfé vraiment parce qu'ils se sont rendus compte que, je l'ai vu, hein, il y a beaucoup de professionnels qui étaient là en mode qui devaient acheter des quadros $4000, vraiment, hein, $4000 la quadro, pour faire leur travail correctement. Et puis quand la Titan, la première est sortie, c'était pour $1000 et c'était plus puissant. Donc il y en a qui en ont pris plein, donc ils ont fait beaucoup de ventes, mais après ils ont littéralement détruit leur marché haut de gamme pour cette année-là. Vraiment, hein, il y a beaucoup moins de gens qui ont acheté des quadros. Du coup, ils sont revenus en arrière, ils ont dit, ok, la Titan, elle est nerfée. Donc en fait, elle n'est pas plus puissante en gros, une GTX 1080 Ti serait à peine un peu moins puissante, quoi. Donc c'est un peu stupide, mais bon, c'est comme ça. Du coup, là, ils comparent une carte professionnelle, donc cette nouvelle Vega Frontier Edition, par rapport à une carte graphique qui n'est pas professionnelle. Alors, ça dépend du prix, évidemment, parce que si cette Frontier Edition est vendue genre 1500 €, ce qui est un peu plus qu'une Titan XP, mais elle est plus puissante, ça irait. Pourquoi ? Parce qu'une Quadro, je vous l'ai dit, c'est $4000. Par contre, les Quadros, il y a des gens qui l'ont dit dans les commentaires, j'avais pu voir, c'est une Quadro, il y en a qui ont testé le genre de score qu'elle pourrait faire dans ses programmes professionnels. Une Quadro fait beaucoup plus. Donc ce n'est pas... Voilà, je ne sais pas quoi penser. Dans tous les cas, ça dépendra du prix, encore une fois, évidemment. Mais ça nous donne un avant-goût sur ce que va donner Vega pour les gamers, parce que Vega pour les gamers sera très similaire, évidemment. Je ne sais pas, enfin on ne sait pas hein, exactement comment ils vont faire Vega pour les gamers. Peut-être que donc là, la Vega Frontier a 4096 stream processor. On ne sait pas si Vega Gamer aura aussi 4096 ou aura peut-être 3500 ou autre chose. Ça dépendra de beaucoup de facteurs. Une chose est sûre, c'est que on a le truc qui est visible, fonctionnel. Donc
c'est que ça arrive vraiment prochainement, même si c'était confirmé, mais là on est vraiment sûr, ça arrive en juin. Donc on verra ce que ça donnera. Je suis impatient, même si, je vais le dire directement, j'y crois pas trop non plus. AMD a toujours eu beaucoup de mal à sortir des cartes graphiques haut de gamme. Ils ont pas trop de mal avec le milieu de gamme, mais le haut de gamme, ils ont vraiment des difficultés avec. Et je pense qu'ils devraient se concentrer sur le milieu de gamme, même au niveau carte graphique, plutôt que de se lancer là-dedans et peut-être perdre de l'argent en fait. Surtout qu'à côté de ça, il y a Ryzen qui marche bien, donc ce serait stupide, quoi. On verra bien. Dans tous les cas, c'est à peu près tout pour cette news. Hop. Prochaine news, c'est Optane. Donc, on avait vu des petits SSD Optane que je trouvais complètement stupides, que personne ne devrait acheter, je vais le dire directement. Vous savez, ces petits SSD pour améliorer vos disques durs sur vos nouveaux processeurs Kaby Lake, parce que vous êtes obligé d'avoir un processeur dernière génération pour que ça marche. Donc, qui achète un processeur dernière génération mais un disque dur classique? What the fuck? Enfin bref. Ce truc stupide, je vous l'avais dit, c'était plutôt, à mon avis, pour commencer à le vendre, parce qu'ils ont beaucoup dépensé en recherche. Et du coup, on a des news apparemment pour la véritable utilisation d'Optane. Et c'est des DIMM mémoire. Donc, c'est comme... alors, je vous fais le résumé. Donc, vous avez la DDR, DDR4, DDR3, c'est de la RAM, ok? Donc, c'est de la mémoire qui, une fois qu'il n'y a plus d'énergie dedans, elle perd l'information. Ensuite, vous avez la ROM, qui est par exemple un SSD ou même un disque dur. Eh bien, ça garde l'information. Alors, il faut savoir qu'Optane est comme c'est de la ROM, ça garde en mémoire l'information, même s'il n'y a pas d'électricité. Mais ça a un avantage par rapport à la ROM classique, c'est que c'est à mi-chemin entre la DDR et un SSD niveau performance. Parce que la DDR, c'est hyper rapide. Quand vous faites des tests mémoire, bien souvent, la DDR4 peut aller jusqu'à des dizaines et des dizaines de gigas à la seconde. Ce qui est énorme. Alors que SSD, les meilleurs SSD en PCI Express, ils font aller 3000, ils font 3 gigas à la seconde à la limite. Donc on est loin, il y a un gouffre de performance. Eh bien ça, ce serait à mi-chemin. Et c'est ça qui est vraiment bien. Et en plus, ça aurait une bonne durée de vie. Et c'est là que ça devient intéressant parce que c'est à ça que normalement devrait servir Optane, à de la RAM réellement. Donc ça coûterait beaucoup moins cher que de la DDR parce que 16 Go de RAM, ça coûte cher. Un SSD de 16 Go, c'est pas très cher. Donc là, ce sera encore une fois à mi-chemin. Du coup, les utilisations, c'est pas pour vous. Je le dis directement, c'est pas pour vous. Mais vous verrez quand même le bénéfice. Vous verrez le bénéfice au niveau de l'hébergement web, si vous en achetez. Vous verrez le bénéfice dans certains serveurs, selon certaines applications. Il y aura des bénéfices, vous les verrez. C'est juste que vous les verrez pas directement. Et du coup, l'utilisation, ce serait tout simplement, imaginez une application qui a besoin de beaucoup de mémoire, mais pas forcément de la mémoire la plus rapide. Juste beaucoup de mémoire. Eh bien, j'ai plus de batterie sur l'appareil photo. Eh bien, cette application pourrait parfaitement profiter de mémoire Optane. Pourquoi? Parce que vous pourriez en acheter beaucoup plus que de la DDR. Donc, au lieu d'avoir juste 128 Go qui vous a coûté un bras, vous pourriez avoir 1 Tera, même 2 Tera pour le même prix. Et toujours avoir des bonnes performances. Mieux qu'un SSD, parce que le SSD, comparé à de la RAM, ça reste lent, ça reste vraiment lent. Du coup, c'est ça qui est vraiment intéressant, ça va vraiment, je pense, améliorer le paysage au niveau rien que hébergement web, où ce genre de choses serait très très bon pour les bases de données et tout ça. Donc, j'ai vraiment hâte, moi, de voir la véritable utilisation de cette mémoire Optane et pas celle qu'ils nous ont vendue. Et j'aimerais voir aussi la mémoire Optane peut-être arriver dans des petits trucs milieu de gamme. J'imagine, par exemple, une tablette. Une tablette où, au lieu d'avoir 2 Go de RAM sur la tablette plus genre 64 Go de stockage, vous pourriez avoir directement 128 Go d'Optane rapide. Donc la tablette est rapide, elle répond bien, mais qui sert aussi de RAM pour la tablette. Surtout qu'une tablette n'aurait pas non plus besoin de la RAM la plus puissante au monde, la plus rapide ou autre chose. Donc ça pourrait être intéressant. On verra bien. Dans tous les cas, ça arrive. Et c'était notre dernière news. Donc, merci à tous d'avoir regardé, même si vous ne pouvez plus me voir. Il faut vraiment... J'ai oublié de recharger l'appareil avant de tourner, ok? C'est de ma faute. Dans tous les cas, merci à tous d'avoir regardé. On se retrouve au courant de la semaine. Je vais essayer
mais je suis pas mal occupé. Mais je vais essayer de faire une vidéo sur quelque chose que je voulais faire depuis très longtemps. Et j'ai une carte SD maintenant, donc c'est cool. Bien que j'ai peut-être pas besoin d'une carte SD. Enfin, je verrai bien. Bref, je pars dans mes délires là. Dans tous les cas, j'essayerai. Et puis aussi la config de la semaine, évidemment. Et on verra bien ce que ça donnera. Si j'y arrive ou pas. Ou sinon, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Tech Sama Show où on parlera des news technologiques de la semaine. Du coup, merci à tous d'avoir regardé. N'hésitez pas à laisser votre avis, que ce soit en pouce bleu, pouce rouge, en commentaire. On se retrouve pour un prochain Tech Sama Show. Je vous dis salut à tous.